Allez, on continue de parler, discuter, de s'informer aussi, de comprendre aussi ce qui va se passer pour la rentrée des classes. Et dans 15 jours, avec le coronavirus et le variant Delta, ce protocole sanitaire et cette question sous-jacente, est-ce qu'il faudra peut-être penser à la vaccination des enfants pour avoir une année scolaire à peu près normale? On est avec Rodrigo Arenas, porte-parole de la FCPE, avec l'enseignant et philosophe François-Xavier Clément. Et nous rejoint, et on le remercie vivement, le docteur, le pédiatre, professeur François Vieux-Lesage, pédiatre et membre de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Bonjour professeur. Bonjour, je ne suis pas professeur. Ah, pardon. Je suis pédiatre. Bonjour docteur. Alors, merci infiniment d'être là. On va essayer d'éclaircir un tout petit peu les questions que nous posons parents et enfants. Je disais ce chiffre, 50% des 12-17 ans sont des primo-vaccinés à ce jour, c'est-à-dire à mi-août en France. Est-ce que c'est un chiffre qui vous surprend, docteur? Agréablement, oui. C'est vrai que les adolescents ont plus eu un sens civique que peut-être les jeunes adultes. Alors que leur motivation soit variable, que ça soit pour sortir, etc., peu importe. La vaccination adolescente, on craignait parce que l'adolescence est une population qui est difficile à suivre, sur laquelle il est difficile de faire des actes de prévention. Et donc, c'est une très bonne surprise, même si ça reste insuffisant. Mais la dynamique persiste, donc ça va augmenter. Et nous allons mettre, je veux dire, nous, les médecins, mais soutenus par le gouvernement aussi, des centres de vaccination itinérants pour les collèges et les lycées pour continuer cette dynamique. Est-ce que vous êtes... Il faut voir qu'aussi en France, globalement, la couverture vaccinale n'est pas mauvaise, puisque actuellement... On est à 60%. Ouais, attendez, non. Les derniers chiffres de Covid Tracker, c'est 80% des Français éligibles, c'est-à-dire les plus de 12 ans, ont reçu au moins une dose, je regarde les chiffres, et plus de 69% ont reçu toutes les 2 doses. Donc on cite souvent Israël, par exemple, comme un modèle, mais on est au-dessus d'Israël. On fait mieux qu'Israël, où ça a augmenté très très vite, mais ça se met à stagner dans les 58%. Donc c'est encore insuffisant, il faut continuer. On arrive sûrement sur le noyau dur de gens qui sont un peu rebelles, mais pour l'instant on a eu de très bons résultats et c'est très rassurant. On va devenir un des pays les plus vaccinés au monde, docteur, si je comprends bien. Je pense que de toute façon, la couverture vaccinale, elle est mondiale, puisque la pandémie est mondiale et qu'il faut absolument que tous les pays soient bien vaccinés. Notre problème à nous, c'est plutôt les problèmes des pays en voie de développement qui n'ont pas assez accès aux vaccins, comme le souligne l'OMS. Alors, docteur, je voudrais savoir aussi pourquoi la rentrée des classes peut être, on va dire, un danger avec à cause du variant Delta. Pourquoi ce variant, avec cette rentrée des classes, si les enfants sont, notamment les adolescents, plutôt vaccinés, pourquoi ça peut être un danger? Alors vous savez que nous, en tant que société de pédiatrie, toutes confondues et soutenues par les sociétés d'infectiologie, nous nous sommes battus les rentrées précédentes pour que les écoles ne ferment pas ou ferment le moins possible. Et d'ailleurs, la France, du coup, est dans les pays de l'OCDE, sont un des pays qui a fermé le moins longtemps les écoles. Et je pense que nous en sommes en partie responsables. Et je pense qu'avec la FCPE, nous ne serons pas en désaccord là-dessus. Le Delta change la donne. Le Delta change la donne, pourquoi? Parce qu'il est quasiment 60% de plus contagieux. Et quand la contagiosité augmente, ça veut dire le nombre de cas augmente dans toute la population, que ce soit les vieux, les adultes, ou les adolescents ou les enfants. Donc en nombre absolu, le nombre forcément d'enfants atteints, voire d'enfants hospitalisés, augmente. Mais l'enfant reste quand même celui qui est le moins souvent atteint, le moins souvent contagieux et le moins souvent à l'hôpital et en forme grave. Mais le nombre absolu va augmenter. Il y a un autre facteur qui fait que le nombre d'enfants atteints va augmenter proportionnellement, c'est que, avec une bonne couverture vaccinale des plus de 40 ans, finalement, ceux qui étaient le plus hospitalisés, qui étaient le plus d'infections, finalement, le foyer s'est déplacé vers les jeunes, d'où la grosse responsabilité pour nous des jeunes adultes qui font des enfants, qui doivent être maintenant la priorité au niveau vaccinal. Alors, vous savez très bien, et je sais que vous êtes connecté, bien sûr, en étant avec la Fédération de pédiatrie, avec les réticences, les doutes, les inquiétudes chez les parents. On touche à une corde sensible, la vaccination des enfants. Alors, si vous le voulez bien, docteur, on va aller au standard, au 0826 300 300. Et depuis la Haute-Savoie, c'est Sébastien qui nous appelle et qui est papa, je crois. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour Sébastien. Cette question de vaccination des enfants, de vos enfants. Alors vous êtes vacciné si je comprends bien? Non, je ne suis pas vacciné du tout, non, pas du tout. Du tout?
Du d'accord. Mais je suis pas contre la vaccination dans la globalité de la vaccination, mais celle-ci j'ai des doutes. Sur vos enfants, ils ont quel âge? Alors j'ai un enfant qui a 10 ans et l'autre qui a 4 ans. Oui. Et pourquoi vous avez des doutes? Parce qu'on est avec le docteur Vieux-Lesage, donc on va essayer d'y répondre. Quels sont vos doutes? Quelles sont vos inquiétudes? Qu'est-ce qui vous fait réfléchir? Moi, à partir du moment où on nous met dans un entonnoir avec un pas le choix, je me pose toujours la question de pourquoi. Pourquoi on n'a pas le choix et on nous met dans un entonnoir avec une privation justement de choses et d'autres. Et aujourd'hui, ce que je peux trouver horrible par rapport à toutes ces privations, le fait de ne pas avoir le choix, c'est de priver certaines personnes à certains accès qui puissent être justement le domaine sportif pour les enfants, qui puissent être tout ce genre de domaine qui est quand même pour le bien justement de la santé. Alors aujourd'hui, au détriment de la santé d'un virus, on va permettre à des enfants, je sais pas, de prendre du poids comme le confinement ou comme autre chose. Donc quand on regarde dans les écoles aujourd'hui que certains enfants ne pourront pas faire de sport, eh ben au détriment justement de ne pas attraper le Covid ou de ne pas transmettre le Covid, ils vont prendre du poids. Par exemple. Alors, on les emmène sur une autre raison médicale qui peut-être va empirer certaines choses pour ces enfants. Alors, Sébastien, on va laisser le docteur François Vieux-Lesage voilà, nous préciser aujourd'hui où on en est. Que sait-on du vaccin vis-à-vis des enfants? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Sébastien, docteur Vieux-Lesage? Bonjour Sébastien, d'abord je vous félicite d'avoir des inquiétudes pour vos enfants, hein. C'est votre rôle de père, de parent, hein. Donc ok, moi je suis là si vous voulez pour améliorer au maximum la santé de vos enfants en collaboration avec les parents, avec vous, voilà. Si vous voulez, la vaccination, comparons par exemple avec la vaccination tétanos qui est obligatoire, c'est ce qui nous permet, et ce qui permet aux enfants de librement aller jouer dans les jardins et d'éventuellement se piquer avec des rosiers ou se blesser sans attraper le tétanos et en mourir. Donc, si vous voulez, la vaccination, c'est ce qui permet justement d'avoir une certaine liberté. Et c'est ce qui permet la liberté aux enfants d'aller faire du sport sans se poser de questions. Alors, actuellement, il n'est pas question dans l'immédiat de vacciner les moins de 12 ans pour une bonne raison, c'est que nous n'avons pas encore les études, en particulier de tolérance nécessaires. Moderna et Pfizer, qui seront les deux vaccins qui seront faits chez l'enfant, on n'en fera pas d'autres a priori, sauf nouveaux vaccins, ont intégré 20 000 enfants de moins de 12 ans dans leurs études, dont nous attendons très prochainement les données. Vous savez que l'intérêt de ces vaccins-là, de la vaccination sur le monde, c'est que on est à plus d'1,5 milliard de gens vaccinés, plus de 3 milliards de doses. Enfin, c'est énorme. On n'a jamais eu autant de doses faites. Donc, si vous voulez, on a un recul de ce côté-là qui est absolument important. Mais là où je comprends bien vos préoccupations, mais je pense que, en fonction de ces préoccupations, la première chose serait que de vous vacciner, vous. Parce que la Covid, ça se transmet essentiellement de parents à enfants. Monsieur, moi, je ne suis pas contre le médical en soi, hein. Mais moi, je suis plus porté justement sur des phases naturelles. Alors maintenant, je peux faire un petit parallèle juste qui ne concerne pas du tout ça. Par rapport à la femme et au cancer de la femme. Moi, je suis quelqu'un qui a fait une vasectomie justement pour protéger ma femme de la pilule et de toutes les conséquences de la pilule. Donc aujourd'hui, je pourrais appeler tous les hommes qui n'ont plus besoin d'avoir d'enfants ou qui ne veulent plus d'enfants à faire de même pour protéger leur femme, par exemple. Oui, non, mais attendez, la médecine, c'est pas qu'une seule chose. Dans votre cas, je comprends bien votre position. Vous savez que les vaccins sont c'est un traitement qui permet d'éviter le cancer du foie, qui permet d'éviter le cancer du col de l'utérus aussi. Donc, on peut pas comparer. On peut pas comparer avec le Mediator non plus, qui est une vraie catastrophe sanitaire et qui a rien à voir avec ce qu'on fait actuellement. On a une pandémie. Avec quand même une mortalité importante qui atteint plutôt les adultes âgés, etc. Et c'est bien qu'ils soient vaccinés. Je ne comprends pas d'ailleurs que 20% des gens ayant une comorbidité ne soient pas vaccinés, absolument. C'est ça qui est scandaleux. Je rejoins parfaitement la FCPE avec eux. Il y a l'irresponsabilité de ces gens-là. Il y a l'irresponsabilité aussi des adultes jeunes qui font des enfants, parce que c'est maintenant eux qui diffusent, et en particulier leurs enfants. Donc il y a une vraie responsabilité. Sébastien, on entend bien cette discussion, donc on sent que vous évoluez aussi dans votre réflexion par rapport à tout ça, hein, si on entend bien. Bah écoutez, évoluer, moi quand j'entends justement à partir du moment où il n'y a pas forcément libre-échange et que moi j'essaie de convaincre personne aujourd'hui, j'essaie juste d'entendre et d'écouter ce qui se passe aujourd'hui.
J'entends qu'on est plus aujourd'hui à essayer de convaincre et à pousser les gens dans un sens. Mais moi, si le professeur ou le docteur pourrait me répondre, qu'est-ce qu'une phase 3 d'une recherche médicamenteuse? La phase 3, il peut y en avoir 12 de phases, docteur, si j'ai bien compris, dans les essais cliniques. Oui, enfin, les principales, c'est les phases 3, c'est les phases avant commercialisation. On passe en phase 4, après en post-commercialisation. La phase 3, c'est quand on fait vraiment des essais sur un nombre important de gens. Dans les vaccins Covid, c'est un peu particulier parce que pour aller très vite, parce qu'il y avait urgence, au lieu de le faire sur plusieurs années, on l'a fait sur plusieurs mois en mettant au point des procédures qui permettent de faire les phases un peu simultanément en même temps sur des populations différentes et de faire des différentes phases. Ce qui a permis d'obtenir ces vaccins aussi rapidement, ce qui a été pour nous une excellente surprise. Et en plus, l'excellente surprise, c'était d'avoir des vaccins, en particulier comme ceux ARN messager, qui soient aussi efficaces et avec aussi peu d'effets indésirables. Ça, si vous voulez, moi qui suis vaccinologue depuis longtemps, je peux vous dire que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Je vous rappelle que l'OMS avait estimé qu'il faudrait qu'on ait un vaccin qui soit efficace à 50% avec peu d'effets indésirables. On a beaucoup plus que ça. On a bien mieux que ça, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Sébastien. Merci parce que la pendule tourne rapidement. Mais docteur, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui la population française qui se fait vacciner est concernée dans cette phase 3? Mais là, on a dépassé la phase 3, on est en phase 4. Ouais, on est en phase 4, oui, puisqu'on est à 60%, plus de 60% de la population vaccinée. Sébastien. Ouais. Et surtout, c'est pas que franco-français. C'est là, pour une fois, c'est mondial. On a des milliards de doses qui sont surveillées avec une pharmacovigilance comme il n'y a jamais eu dans l'histoire de la médecine. Donc merci beaucoup Sébastien depuis la Haute-Savoie. On est également merci François Vieux-Lesage. Vous ne bougez pas, mais je voudrais aussi redonner la parole à François-Xavier Clément et Rodrigo Arenas qui sont avec nous sur ce sujet de la rentrée scolaire. François-Xavier Clément, on a entendu aussi beaucoup sur les enseignants des questions autour de la vaccination qui n'est pas obligatoire alors qu'elle peut l'être pour certains agents du service public. Est-ce qu'elle va se poser également pour les enseignants, vous pensez ? Alors, bonjour docteur, parce que je ne vais pas saluer. Je suis effectivement un peu inquiet de l'incohérence dans la mesure où, à partir du moment où on a des professeurs qui sont dans un bouillon de culture, j'ai été chef d'établissement dans de nombreux établissements scolaires et professeur, effectivement, on a pour habitude de dire qu'un établissement scolaire est un bouillon de culture au sens du croisement de microbes, de virus en tout genre. Et que c'est un lieu qui effectivement met en tension deux politiques qui concernent d'un côté la précaution qu'on devrait avoir vaccinale à l'égard de personnes qui sont exposées, et puis de l'autre côté, la liberté, le respect de la liberté de choix de se faire vacciner ou pas. Bon, ce choix, il a été clairement dans le domaine de la santé et dans les hôpitaux, déterminé et tranché. Il n'a pas été dans, les établissements scolaires. Ça risque d'être un peu tendu, c'est sûr. Et je sais que certains... Ah bah oui. Ça, c'est sûr. C'est le retour que vous avez. Rodrigo Arenas. Effectivement, sont tendus là-dessus. Oui, bien sûr. Rodrigo Arenas, est-ce que les parents sont capables de comprendre, par exemple, qu'un enseignant refuse de se vacciner ou ne soit pas vacciné? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des tensions autour de ça? Et puis après, on ira à Béziers retrouver Christiane qui nous a appelé. Les enseignants, c'est comme les parents, comme les enfants, comme tout le monde, comme vous-même. Tout le monde est tendu par rapport à la vaccination et c'est un peu normal parce que le message est incohérent. Vous savez, aujourd'hui, pour lutter contre le Covid, les choses les plus efficaces s'appellent les gestes barrières. Or, aujourd'hui, le fait de ne pas avoir embauché les enseignants, ça veut dire que les distanciations physiques dans les classes ne sont pas possibles. Le fait de ne pas prendre en charge les masques par la puissance publique, les masques ne sont pas changés suffisamment ou alors on les achète avec des qualités aléatoires parce qu'on les achète sur Internet. Et enfin, les sanitaires, le plan bâti que nous réclamons depuis des années n'est pas à l'ordre du jour. Donc la chose, elle est simple, c'est que aujourd'hui, les enseignants, comme vous, comme moi, comme tout le monde, on a 11 vaccins obligatoires dans le sang. C'est les 11 vaccins obligatoires qu'on a quand on est écolier. La question qui se pose aujourd'hui, c'est celle qu'on doit vacciner par rapport à une nouveauté qui s'appelle le Covid. Donc soit
le vaccin est efficace et utile pour les enfants, pour ne pas être, parce qu'il n'y a pas de Covid long d'enfants en hospitalisation aujourd'hui. Il n'y a pas d'enfants qui sont dans des affections graves de Covid, sauf ceux qui ont de la comorbidité et donc c'est affilié à d'autres maladies. Je pense par exemple, on a parlé des pays qui sont à l'étranger. Souvent les enfants qui meurent du Covid, c'est aussi parce qu'ils ont des problèmes de malnutrition qui sont liés aux conditions de misère dans lesquelles ils vivent. Donc il ne faut pas tout mélanger. Donc la solution, elle est là, elle est devant nous. Il faut du courage pour ça. Soit le vaccin est utile pour les adultes, alors il faut les obliger à se vacciner. Voilà. Et si elle est utile pour les adultes et qu'elle doit être aussi pour les enfants, il faut vacciner les enfants. Et il faut une loi pour ça. Mais il est hors de question pour nous en tant que fédération d'obliger la vaccination des enfants alors que les adultes, eux, n'y sont pas obligés. Allez, on va au 0826 300 300. Je l'ai appelée Christiane, mais c'est Christine qui répond à Christine. Bonjour Christine, vous êtes à Béziers. Bonjour. Oui, bonjour Sud Radio, merci de me recevoir. Alors, vous êtes assistante d'éducation, donc vous connaissez bien l'assistante d'éducation à quel niveau? Dans quel collège ou lycée? Dans un collège. Donc, dans un collège. Dans le bouillon de culture dont votre intervenant venait de parler. On est complètement... voilà. Non, mais on est immergé. Et moi, ce qui me révolte, c'est que, bon, moi, je suis à risque. Alors, je suis vaccinée depuis longtemps, depuis le début, depuis le mois de janvier, février. J'ai pas hésité. Au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Mais le souci, c'est qu'on reçoit des enfants, donc moi je m'occupe d'enfants qui dépendent de la MDPH, les enfants jeunes adultes handicapés, etc. Et qui sont pas vaccinés, vous voyez. Donc les parents ont peur. Nous, on est vaccinés, on fait ce qu'il faut, enfin, pour la plupart de mes collègues, mais ils nous envoient des... Et puis, s'ils sont en colère, si on se met en retrait, alors qu'on est vraiment... Alors nous, la distanciation, on peut pas, c'est même pas un sujet pour nous, parce que s'occuper d'un enfant à 1 mètre ou 2 mètres, c'est pas possible. Voilà, donc je suis vraiment en colère sur les parents qui hésitent à vacciner leurs ados parce que nous on les reçoit et on doit s'en occuper, il faut des résultats. Et vous avez peur pour vous. Et vous avez peur aussi pour vous. Bien sûr, bien sûr, on entend. Moi j'ai un mari qui a fait un AVC, qui est à risque, etc. Je vais au travail, mais voilà, les parents, mobilisez-vous, vaccinez vos ados qui viennent dans les collèges parce que on ne pourra pas continuer à travailler comme ça. Voilà. Merci pour ce témoignage, Christine, de votre quotidien, de votre inquiétude aussi. Vous avez appelé le 0826 300 300. Docteur François Vier-Lesage, je rappelle, vous êtes pédiatre et membre de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Est-ce que les semaines là qui nous séparent, les jours qui nous séparent de la rentrée des classes et dans l'attente des résultats dont vous parliez tout à l'heure sur les essais, sur les vaccins qui concerneraient les enfants, est-ce que c'est un débat serein qu'il faudrait ouvrir pour pouvoir aborder l'année scolaire qui se profile, l'année 2021-2022. On rappelle les dégâts qu'ont fait les différents confinements, que ce soit en France, mais aussi dans le monde, pour les enfants. Oui, d'abord, je remercie le témoignage qui vient d'avoir lieu, qui prouve bien que la vaccination des adultes témoignage jeunes, spontané, je le dis docteur, témoignage spontané de Christine, c'est voilà. Parce que... Ça montre bien que la vaccination des adultes qui sont en contact avec le public, d'ailleurs, qu'ils soient jeunes ou pas, c'est la liberté. On entend dans la rue clamer on brime notre liberté, mais non, la vaccination et le pass, c'est ce qui permet d'avoir une liberté, que les enfants puissent aller à l'école de manière sereine, que les enseignants et les encadrants puissent s'en occuper de manière sereine. Moi, je m'occupe de beaucoup d'enfants qui sont en MDPH comme cette dame-là, et c'est primordial, et on ne peut pas savoir qui sera à risque, qui ne sera pas à risque. Après, si vous voulez, c'est clair que sur l'obésité comme facteur de risque qui a été soulevé, c'est clair que c'est un facteur prédominant. Je vous rappelle que la mortalité aux USA est plus importante chez l'enfant qu'en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a un taux d'obésité qui est plus important. Et la mortalité est plus importante dans certaines ethnies, ce qu'ils appellent les hispaniques et les afro-américains, parce que, en raison de conditions sociales et pas du tout ethniques, sociales, il y a plus d'obésité chez eux. Alors, avec le Delta en plus, comme il y a cette contagiosité qui augmente, il y a des priorités à voir. La première priorité, c'était de vacciner les gens avec comorbidité, que ce soit les plus de 60 ans, les obèses, les enfants, les gens qui avaient des déficits immunitaires, etc., ou avaient des maladies pulmonaires chroniques. La deuxième priorité, c'est de vacciner ceux qui sont porteurs, c'est-à-dire les adultes jeunes. Et ça doit être la priorité maintenant.
Et les adolescents aussi, les adolescents à partir de 15 ans présentant à peu près le même risque que les 18, 25 ans, 30 ans, quoi. Donc il faut les vacciner. L'enfant vient en dernier lieu. Si on avait 95% du reste de la population vaccinée, probablement n'aurions-nous besoin que de vacciner les enfants à comorbidité, en particulier les enfants obèses. Mais malheureusement, vous savez, ça ne sera pas le cas. Donc ça sera par l'incivilité finalement des jeunes adultes qu'on va être peut-être contraint de vacciner les enfants. Les enfants, ouais, de moins de 12 ans. C'est une vaccination finalement collatérale qui risque de se profiler, c'est ce que vous dites, docteur. Alors attention, il y a quand même un intérêt, ça c'est l'intérêt collectif, il va vacciner les enfants. Il y a quand même un intérêt individuel. Hein. Voilà, les formes graves de l'enfance, c'est rare, il y en a... En France, il y en a eu à peu près 500, ce qu'on appelle les PIMS. Hein. Oui. En mortalité de moins de 19 ans, j'avais ressorti les chiffres, mais enfin, ça se compte sur les doigts de la main. Je crois qu'il y en a eu un seul de moins de 19 ans ayant une myocardite, dû à la maladie, pas au vaccin. Donc, c'est très faible, mais ça existe. Et donc, il y a aussi ce côté, pour nous, principal, qui est celui des conséquences psycho-affectives et scolaires. Pour nous, le but, c'est que l'enfant reste à l'école, qu'il continue à avoir des rapports de formation à l'école, mais aussi avec ses parents, aussi au sport, aussi, etc. Et ça, c'est la vaccination du maximum de gens, en particulier d'adultes encadrants. Hein, c'est pour ça que je ne sais pas pourquoi les enseignants ne sont pas dans l'obligation, mais pour l'instant, il n'y a que nous, les soignants, et les policiers, je crois, qui ont une obligation. Ouais. Mais voilà, pourquoi pas d'autres, hein, ça c'est clair. Et je crois que c'est très important et ça vient en avant de l'obligation vaccinale et bien avant l'obligation vaccinale des enfants. Merci beaucoup, docteur François Vieux-Lesage. Merci beaucoup. On est obligé de refermer ce débat parce que l'heure tourne et l'heure avance. Et on aurait pu faire encore plus longtemps un débat avec vous, les auditeurs. Vous êtes nombreux à appeler, mais on le refera sur l'antenne de Sud Radio sans aucun problème. Docteur François Vieux-Lesage, je rappelle que vous êtes pédiatre et membre de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, d'avoir pris ces quelques minutes pour nous éclairer sur l'état de la vaccination chez les enfants. Je remercie Rodrigo Arenas, également porte-parole de la FCPE, qui intervient également de temps en temps dans Les Vraies Voix. Merci Rodrigo et François-Xavier Clément, philosophe et enseignant, auteur de La Voix de l'éducation intégrale aux éditions Artege et également merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les trois.